Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à votre résumé de l'actualité africaine et internationale qui aura marqué le courant de la semaine. À la une ce soir, le 36e sommet de l'Union africaine s'est ouvert le samedi 18 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Une grande messe politique est censée régler les nombreux problèmes, surtout sécuritaires, auxquels est confronté le continent africain. Et au Burkina Faso, Médecins sans frontières a décidé de suspendre ses activités dans le pays. Une décision qui intervient suite à l'attaque djihadiste survenue le 8 février dernier dans la région de la boucle du Moum, attaque au cours de laquelle 2 de ses agents ont été tués. L'ONG a jugé cette mesure nécessaire pour le deuil de ses employés burkinabés. Et le bilan du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier a considérablement grimpé ce week-end et a atteint désormais les 41 000 morts selon les sources officielles et médicales. Encore une fois, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à votre résumé de l'actualité sur Lumière du Monde Télévision. Les dirigeants africains se sont réunis samedi 18 et dimanche 19 février 2023 pour le sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, avec pour objectif d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange. Au moins 35 présidents et 4 premiers ministres ont pris part au sommet selon le gouvernement éthiopien. Notons que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont demandé le 10 février dernier, à l'issue d'une rencontre de leur ministre des Affaires étrangères à Ouagadougou, la levée de leur suspension de l'Union africaine. Et cette semaine a été aussi marquée par la concertation politique au Gabon qui se tient depuis le début de la semaine entre le pouvoir et l'opposition. À l'ouverture de ces assises, le président Ali Bongo Ondimba a émis la volonté que la durée des mandats électifs soit tous plafonnée à 5 ans dans le pays pour garantir la légitimité aux élus locaux et renforcer la démocratie dans le pays. C'est l'objectif principal des consultations politiques qui se sont poursuivies au Gabon ce 14 février 2023, la réduction des mandats électifs, volonté du président Ali Bongo Ondimba. La veille 13 février, dans son discours d'ouverture des rencontres politiques entre la majorité et l'opposition, le chef d'État gabonais a souhaité que les mandats présidentiels de 7 ans, législatifs et municipaux de 5 et 6 ans soient tous limités à 5 ans. Le président Bongo Ondimba veut ainsi renforcer la démocratie dans le pays. À l'orée de cette concertation, ma volonté est de faire évoluer cette démocratie. Aussi conviendra-t-il notamment d'harmoniser la durée des mandats politiques. Ainsi, le président de la République, le député, le sénateur, l'élu local auront tous désormais un mandat de 5 ans. Dans cette harmonisation et ce choix du quinquennat, notre pays gagnera en efficacité politique et apportera une touche de modernité dans son espace démocratique. Outre les lourdeurs économiques et logistiques que représente l'alignement des consultations électorales, le président Ali Bongo lève également un point essentiel, celui de la légitimité de certains mandats électifs. Il a mis l'accent sur la dissonance entre le mandat des sénateurs et élus locaux de 6 ans et celui des grands électeurs, alors que le pays prépare l'organisation des élections générales au second semestre 2023, où le chef d'État est candidat pour un 3e mandat. Le Gabon va organiser cette année l'élection du président de la République, celle des députés à l'Assemblée nationale et celle des membres des conseils départementaux et municipaux. L'invitation à cette concertation que j'ai adressée à la classe politique dans son ensemble vise à améliorer le processus électoral dans notre pays. Les objectifs sont clairs: le renforcement de la démocratie et des élections aux lendemains apaisés. La tenue de la concertation politique qui se veut inclusive au Gabon a été annoncée lors du discours à la nation du 31 décembre 2022 du président Ali Bongo. La limitation de la durée des mandats électifs pourrait apporter une modification à la 7e constitution du pays adoptée en 2017. Après le Gabon, direction à présent la Guinée-Conakry où le procès du massacre du stade de Conakry qui a fait plus de 150 morts a franchi une nouvelle étape importante le 14 février dernier. La justice guinéenne a donné la parole aux victimes des exactions de ces violences. Elle se prépare dans le calme.
avec des gestes doux et précis. Cette journée, Abibatou Camara l'attend depuis presque 14 ans. Le 28 septembre 2009, elle se trouvait au stade de Conakry. Elle y a été battue et violée par un groupe d'hommes armés. Beaucoup de nos camarades, d'autres sont morts, d'autres sont couchés à la maison. Donc nous sommes là aujourd'hui pour répondre à l'appel. Donc c'est un grand jour dont je ne vais jamais oublier dans ma vie. Je prie Dieu que Dieu me donne le courage pour affronter. Sinon la peur, ça ne se trouve pas dans mon ventre. À 8 h du matin, elle part pour se rendre au tribunal criminel de Kaloum, où le procès s'est ouvert en septembre. Elle fait partie des 46 victimes rescapées, prêtes à témoigner sur cette journée de massacre où plus de 150 personnes ont trouvé la mort. Le premier témoin à la barre, c'est un avocat de profession, Ouri Beloba. La gorge nouée, il raconte sa conversation téléphonique avec son petit frère, El Hadj Hassan. Les scènes qu'il lui a décrites et les sons entendus jusqu'à ce que l'appel soit coupé et que son frère soit tué ce jour-là. Seba a parlé avec son cœur, il a expliqué les circonstances de la disparition de son frère, dont le corps n'a jamais été retrouvé. C'est des moments très émouvants et aussi très révoltants dans la gestion des massacres du 28 septembre. C'est une histoire qui empoisonne notre pays. Il était important qu'il vienne livrer sa part de vérité. Un témoignage entendu par les 11 accusés, dont le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de file de la junte militaire au pouvoir à l'époque, et Aboubakar Sidiki Diakité, son aide de camp. Leur avocat a minimisé la portée du témoignage d'Ouri Beloba. Nous attendons un témoin oculaire, un témoin qui était là, qui peut donner les versions des faits. Mais ce n'est pas à M. Ba de donner cette version, qui est d'ailleurs tout ce qu'il a eu à dire. Si vous regardez son PV, un PV qui est incohérent par rapport à ce qu'il a dit à la barre. Donc nous, ça ne fait ni froid, ni chaud. Les futurs témoignages seront celles de victimes directes comme Abibatou. On prie à ce que justice soit faite pour donner la vérité à qui le droit. Et donner ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, ce que j'ai subi lors de l'événement du 28 septembre. Pour les femmes victimes de viols et de crimes sexuels, les avocats des parties civiles envisagent d'exiger des audiences à huis clos pour protéger la dignité des victimes. Actualité au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé la réintroduction des anciens billets de 200 naira sur le marché suite à une pénurie de liquidités ayant causé plusieurs émeutes à travers le pays. Cette nouvelle ne fait pas l'unanimité auprès du peuple nigérian sous le poids des nombreux aléas économiques que connaît le pays. Les anciens billets de 200 naira sont de nouveau autorisés à circuler au Nigeria jusqu'au 10 avril prochain, suite à l'approbation du chef d'État jeudi. Cette décision prise à quelques jours des élections présidentielles ne fait pas l'unanimité auprès des citoyens, à bout de souffle face aux nombreux aléas économiques qui sévissent dans le pays. La rareté du nouveau naira va affecter mes décisions pour l'élection. Elle me fait prendre du recul pour réévaluer ce dont le Nigeria a réellement besoin, car elle affecte même le Nigérian ordinaire, tout le monde sur le marché, tout le monde est affecté. Tout le monde est affecté par cette décision. La décision de Buhari ce matin ne change rien à l'économie du Nigeria. Le fait de sortir et prendre cette décision montre qu'il est le président du pays et en faisant cela, il a calmé les tensions. Les gens peuvent avoir accès à des billets de 200 naira, mais pas à ceux de 1000 naira et 500 naira. Je reste néanmoins en faveur de cette décision. La pénurie d'argent liquide qui dure depuis des semaines s'intensifie et les partis historiques du pays se rejettent mutuellement la responsabilité de la crise à une semaine des élections présidentielles. Au Burkina Faso, nous le disions en titre, Médecins sans frontières a décidé de suspendre ses activités dans le pays. Une décision qui intervient suite à l'attaque djihadiste survenue le 8 février dernier dans la région de la boucle du Moum, attaque au cours de laquelle 2 de ses agents ont été tués. L'ONG a jugé cette mesure nécessaire pour le deuil de ses employés burkinabés. L'ONG Médecins sans frontières a annoncé vendredi suspendre l'ensemble de ses activités au Burkina Faso après que 2 de ses employés aient été tués lors d'une attaque de djihadistes présumés dans le nord-ouest du pays.
À la suite de l'attaque au cours de laquelle 2 employés MSF ont été tués le 8 février dernier dans la région de la boucle du Mouhoun, nous suspendons l'ensemble de nos activités dans le pays, a annoncé l'ONG dans un communiqué. MSF a jugé cette mesure nécessaire au temps de deuil de ses employés burkinabés tués le jour même par des hommes armés qui avaient pris pour cible un véhicule de Médecins sans frontières pourtant clairement identifié. Le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste apparue au Mali quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de ses frontières. La République démocratique du Congo, à l'heure du recensement des électeurs pour la présidentielle prévue en décembre prochain. Ce recensement a démarré jeudi dernier dans l'est du pays sous le contrôle des groupes armés. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur foyer dans cette région. Le recensement des électeurs en vue de l'élection présidentielle de décembre a commencé jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo, où des groupes armés contrôlent des pans entiers du territoire et où des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur foyer. À Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, les électeurs ont fait la queue pendant des heures pour obtenir leur carte de vote. On a déjà nos cartes ici. En revanche, certains compatriotes ne pourront pas en obtenir. La guerre doit se terminer pour que tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur et aller voter. Je me demande si nous aurons la même carte que les compatriotes des zones tenues par les rebelles. Ils auront peut-être des cartes différentes. La guerre doit se terminer pour que nous ayons des cartes d'électeurs identiques. Nous demandons au gouvernement de la République de fournir autant d'efforts pour chasser l'ennemi, pour chasser les M23, afin que chaque Congolais puisse être capable de prendre sa carte d'électeur. Parce que si ça continue comme ça, donc, nous sommes en train de légitimer les rebelles avec cette partie qu'ils ont déjà prise. Ces opérations préélectorales ont commencé juste avant Noël dans l'ouest de la République démocratique du Congo et le 25 janvier dans le centre et le sud-est. La troisième et dernière phase comprend 7 provinces, dont les 3 de l'Est les plus affectés par les violences armées, le Nord Kivu, Ituri et le Sud Kivu. Cette semaine a été marquée aussi par de fortes tensions à Dakar, au Sénégal, après avoir comparu devant un tribunal. Ousmane Sonko, le principal opposant au président Macky Sall, a été sorti de force de sa voiture et ramené chez lui en fourgon blindé de la police. Du fait de procédures judiciaires contre lui, Ousmane Sonko est menacé d'inéligibilité lors du prochain scrutin présidentiel fixé au 25 février 2024. Le chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko a été arrêté par la police nationale jeudi après le report d'un procès qui pourrait déterminer son éligibilité aux prochaines élections présidentielles. Dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, on voit l'homme politique, candidat à la présidentielle de 2024, extrait de force de la banquette arrière de son véhicule par des hommes en uniforme. On y voit explicitement des membres des forces de l'ordre briser la vitre du véhicule de l'opposant, tandis que ce dernier refuse de sortir. Après avoir résisté quelques instants, l'opposant politique coopère et se laisse amener. La préfecture de police a confirmé plus tard qu'il avait été ramené chez lui. Inculpé dans une affaire de viol et puis récemment pour diffamation et propos injurieux, écrit au complot destiné à l'écarter et à l'instrumentalisation de la justice par le président Macky Sall, accusations qui ont été réfutées par ce dernier. Le bilan du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier a considérablement grimpé ce week-end et a désormais atteint les 41 000 morts selon des sources officielles et médicales. Les 2 pays ont suspendu leurs opérations de sauvetage dans plusieurs régions. Depuis 10 jours, le même balai de sauveteurs et de pelleteuses. Au-delà de l'espoir infime de retrouver encore des survivants, une urgence, celle de sortir les corps des décombres sans perdre de temps. Pour le moment, nous n'avons pas vu de corps en décomposition. Le risque épidémique est faible. En cas de doute, on prévient les autorités qui désinfectent les corps. Dans l'eau de la ville, en revanche, le risque est bien là. Les eaux usées s'y sont parfois mélangées depuis le séisme. Les autorités sanitaires procèdent régulièrement à des prélèvements. On fait ça partout dans la ville. On a 45 points de relevé, là où la population est dense, les lieux de rassemblement. L'échantillon est ensuite emporté au laboratoire pour analyse. Voilà, on a prélevé l'eau du robinet près de l'hôpital. Ces derniers jours, la présence de bactéries a été détectée dans l'eau.
On a enlevé à certains endroits des traces d'Escherichia coli. Dans ce cas-là, on intervient très vite. Si ça ne suffit pas, on ferme le robinet. Autre secteur de vigilance, les différents campements de la ville où sont rassemblés les sinistrés. Dans ce camp installé dans un stade à la sortie de la ville de Kahramanmaraş, il y a 3200 personnes qui vivent, qui dorment dans des tentes comme celle-ci, installées les unes à côté des autres. Avec cette promiscuité vient le risque d'épidémie. Dans tous nos centres, on fait les suivis de différentes maladies, comme la diarrhée, la grippe, l'hépatite ou la rougeole. On les recherche et on a un système d'alerte préventif. Si un cas est découvert, le patient est alors immédiatement isolé dans une tente à l'écart. Parlons du séisme. Le corps du footballeur ghanéen Christian Atsu a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble de 12 étages où il vivait dans la ville d'Antakya, dans la province d'Hatay, durement touché par le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. L'annonce de la nouvelle a été faite samedi par son agent. Une fin tragique pour la star ghanéenne du ballon rond. Christian Atsu, 31 ans, évoluait pour le club turc de Super League Hatayspor, club qu'il avait rallié en provenance du club saoudien Al Raid FC l'année dernière. L'international ghanéen a également évolué dans plusieurs autres clubs, dont Chelsea et Newcastle en Angleterre. Il avait annulé son voyage pour la France quelques heures avant le tremblement de terre, selon les responsables de son club. Élan de solidarité pour les victimes du séisme en Syrie. Le 14 février dernier, le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel de dons de près de 400 millions de dollars pour faire face sur une période de 3 mois aux besoins immenses des populations victimes du tremblement de terre en Syrie. Antonio Guterres a exhorté tous les États membres des Nations Unies à fournir sans délai cette somme pour garantir une aide humanitaire. Pour la première fois depuis 2020, un convoi transportant de l'aide est entré mardi dans des zones rebelles du nord de la Syrie par le poste frontière turc de Bab al-Salama. Le secrétaire général de l'ONU a pour sa part lancé un appel au don mondial pour la Syrie face aux conséquences du séisme. Today, I'm announcing that the United Nations is launching a $397 million humanitarian appeal for the people of earthquake-ravaged Syria, and this will cover a period of 3 months. Selon le ministère syrien des Transports, 62 avions acheminant de l'aide ont jusqu'à présent atterri en Syrie. Les zones échappant au contrôle de Damas, dans le nord de la province d'Alep et dans celle d'Idleb, figurent parmi les plus affectées par le tremblement de terre en Syrie. 3 millions de personnes y vivent. Le régime de Bachar el-Assad a annoncé l'ouverture pour une durée initiale de 3 mois de 2 nouveaux points de passage avec la Turquie afin d'accélérer l'arrivée de l'aide humanitaire. Nouveau rebondissement dans l'affaire Qatargate au cours de la semaine. La Chambre du Conseil de Bruxelles a décidé le maintien en détention préventive de Marc Tarabella, d'Eva Kaili et de Pierre Antonio Panzeri, tous les 3 inculpés et placés sous mandat d'arrêt dans l'enquête sur des faits de corruption présumés au sein du Parlement européen. Les avocats de Eva Kaili avaient demandé sa remise en liberté, éventuellement moyennant certaines conditions. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen reste en prison. La détention d'Eva Kaili est donc prolongée pour au moins 2 mois de plus. La décision jeudi de la justice belge s'inscrit dans le cadre du scandale de corruption présumé au Parlement européen. L'avocat de l'eurodéputé grec a demandé la libération sous condition de sa cliente ou qu'elle puisse quitter la prison avec un bracelet électronique sans parvenir à convaincre les juges. Si quelqu'un devient simplement un symbole et que la détention est actée sur le symbolique de maintenir quelqu'un parce qu'elle est connue, parce qu'elle est vice-présidente du Parlement européen, je ne pense que ça n'a aucun sens. L'avocat grec d'Eva Kaili dénonce le contenu des auditions de l'ancien eurodéputé Pierre Antonio Panzeri, présenté comme le cerveau présumé de cette affaire. L'ex-parlementaire a passé un accord avec la justice belge. L'Italien promet de tout révéler en échange d'une réduction de peine. Το μόνο που είπε
είναι ότι είχε ακούσει ότι το 2019 την βοήθησε το Κατάρ στην προεκλογική της εκστρατεία. Αυτό είναι ψευδές, το είχε ακούσει, δεν έχει κανένα στοιχείο να το τεκμηριώσει. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Παντσέρη είναι παντελώς αναξιόπιστος, προκειμένου να σώσει τον εαυτό του και την οικογένειά του από την φυλακή, είναι διατεθειμένος να κατηγορήσει τους πάντες. Le même jour se déroulait la première audition d'un autre eurodéputé, Marc Tarabella. Le parlementaire belge a été arrêté la semaine dernière. Son avocat a demandé la récusation du juge d'instruction de l'affaire, estimant que la présomption d'innocence n'avait pas été respectée. À notre sens, le dossier ne permet absolument pas de révéler la moindre trace d'argent suspect dans le chef de M. Tarabella. Nous avons procédé à une analyse faite par un expert judiciaire. Nous avons déposé celle-ci aujourd'hui. Elle aboutit, à notre sens, au fait qu'il n'y a aucune trace de parachutage de 120 000 ou 140 000 euros sur le compte de M. Tarabella, indirectement ou en liquide, peu importe. Dans une lettre adressée à la présidente du Parlement européen, 10 eurodéputés sociodémocrates dénoncent les conditions de détention de leur ancienne collègue. Ils soulignent, entre autres, qu'après plus de 2 mois d'incarcération, Eva Kaili n'a pu voir que 2 fois sa fille âgée de 2 ans. Et la décision d'Israël de légaliser 9 avant-postes en Cisjordanie est examinée au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Nations Unies exigent qu'Israël cesse immédiatement et complètement toutes les activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé. Le texte sera soumis au vote des 15 membres du Conseil lundi prochain. La construction des implantations en Cisjordanie continue de faire l'objet de toutes les attentions. Dernière date programmée, ce lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit discuter puis voter l'appel à l'arrêt de la construction de nouvelles unités de logement. Il compte se baser sur un document rédigé par les Émirats arabes unis en coordination avec les Palestiniens. Un document qui impose à Israël de cesser immédiatement ses activités dans les implantations. L'établissement de colonies par Israël dans le territoire palestinien occupé en 1967, y compris Jérusalem-Est, n'a aucune validité juridique et constitue une violation flagrante des lois internationales. Un document rédigé après la décision prise par le gouvernement israélien de légaliser 9 avant-postes illégaux en Cisjordanie et de faire avancer les plans pour quelques 10 000 nouvelles maisons. Ce mardi, Washington, Berlin, Paris, Rome et Londres se sont dit fermement opposés à la décision de légalisation des avant-postes. Les États-Unis auraient par ailleurs demandé aux Palestiniens de renoncer au projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU et de rédiger un communiqué commun pour condamner les projets d'Israël dans les implantations. Et en religion, avant de refermer votre résumé de l'actualité, le schisme menace l'église éthiopienne orthodoxe qui traverse de fortes tensions. Plusieurs évêques de la région d'Oromia, dans le sud de l'Éthiopie, ont décidé de rompre avec l'église centrale orthodoxe. Une manifestation pacifique était prévue dimanche dernier, mais l'instance suprême des orthodoxes du pays a décidé de s'ouvrir au dialogue et à la paix après une rencontre avec le gouvernement éthiopien. L'Église éthiopienne a décidé de temporiser. Le Saint-Synode, l'instance suprême des orthodoxes dans le pays, avait appelé les fidèles à manifester ce dimanche en Éthiopie et dans le monde. Vendredi, après une rencontre avec le Premier ministre Abiy Ahmed, il est revenu sur sa décision. Le Saint-Synode a reporté la manifestation pacifique prévue ce dimanche 12 février pour une durée indéterminée. Non parce qu'il a changé de position, mais parce que le gouvernement a accepté de résoudre le problème qui se pose, et ce immédiatement, dans le délai fixé par l'Église qui a ouvert ses portes à la paix. Le problème, c'est le schisme qui menace l'Église orthodoxe éthiopienne et ses 40 millions de fidèles. Le puissant patriarche Abouné Mathias entend tout faire pour l'éviter. Fin janvier, un groupe d'archevêques et d'évêques de l'Oromia, la plus grande région du pays, a fait sécession et créé son propre synode. Il reproche à l'église Tewahedo, l'église centrale basée à Addis Abeba, de les discriminer, refusant notamment que les offices soient conduits chez eux en langue oromia. Les prélats rebelles ont depuis été excommuniés. Une crise religieuse qui pourrait se muer en crise politique. Le patriarche Abouné Mathias accuse en effet le Premier ministre Abiy Ahmed, lui-même d'origine oromo, de partialité dans cette affaire. Le chef du gouvernement éthiopien a appelé la semaine dernière au dialogue, précisant que chacune des deux parties était porteuse de vérité, des propos qui ont scandalisé les partisans du patriarche.
Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous.